le podcast de Namaka Pele sur la reconnexion au corps. Donc je suis Marion et j'échange avec des spécialistes dans le bien-être qui proposent des outils magiques. Et tout cela dans le but de trouver un bien-être profond. Donc voilà, je t'invite à écouter l'épisode qui suit. Bienvenue dans ce 8e épisode qui va être dédié au yoga Kundalini, un outil fabuleux que tu vas découvrir avec Marion Sebi, qui est formatrice et enseignante dans ce domaine. À tout de suite. Merci beaucoup Marion d'être là aujourd'hui pour cet échange pour discuter sur l'outil magique, le yoga Kundalini. Ce que je voulais dire, c'est rapidement que ce yoga est pour moi en tout cas hyper puissant et comme tu l'avais simplement expliqué, il est au service de la vitalité du corps et l'ouverture de l'esprit. Et aussi, on l'appelle le yoga de l'énergie et le yoga de la pleine conscience. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toi, Marion, de me donner l'occasion de partager ma passion pour le yoga de la Kundalini. En tout cas, pour moi, tu fais partie des grands enseignants de yoga Kundalini. C'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui le présente. Ça fait à peu près 10 ans que tu travailles en tant que professeur de Yin Yoga et après Yoga Kundalini. Alors, depuis 2012, je me suis formée en 2012, je pratiquais déjà ce yoga-là avant. Donc là, maintenant, là, 2026 bientôt. Donc oui, ça fait plus de 10 ans. Et effectivement, le yoga de la Kundalini est venu pour travailler la vitalité après une expérience de yin. Là, le yin, lui, m'offrait et m'offre toujours la possibilité de plus de détente. Et j'ai eu un besoin de soutenir une vitalité qui était déjà là, mais qui n'était pas organisée. Donc moi, le Kundalini Yoga, ça m'a vraiment permis d'organiser ce débordement d'énergie que je pouvais vivre parfois. De toute manière, on va rentrer dans les détails juste après. Je sais aussi, on en parlera tout à l'heure, mais que tu as créé donc la médecine de la joie. Autour de tout ça, tu es autrice, auteur de 2 livres, Kundalini 10 saisons, le yoga de la femme joyeuse. Tu as fait un oracle aussi, la magie de la joie et plein de choses. Justement, je te propose de prendre un petit instant pour te présenter un peu plus en détail avant que je rentre dans les questions. Avec plaisir. Donc moi, c'est Marion Sebi. Donc j'enseigne le yoga de la Kundalini depuis 2012. J'ai eu la grande joie de pouvoir transmettre à travers l'écriture. Donc le premier livre, c'est le Kundalini des saisons, Yoga du vivant, paru en 2021 chez Flammarion. Le yoga de la femme joyeuse, 2023 chez Flammarion. Et effectivement, l'oracle, la magie de la joie, chez Très Daniel en 2025. Aujourd'hui, je suis formatrice, auteure et accompagnatrice, on peut dire. En tout cas, il y a également des séances individuelles. Et le yoga de la Kundalini, véritablement pour moi, c'est un outil indispensable à notre époque pour rester en vitalité, en santé et garder un système nerveux en vie, c'est-à-dire pas en survie, pas en peur, en sécurité, dans une actualité et dans un monde qui nous pousse à vivre nos peurs, nos angoisses les plus profondes. Donc, j'ai vraiment décidé de me dédier complètement, tant que la vie me le permettra, et que les gens viendront à moi pour transmettre ce qui, moi, m'a fait le plus grand bien dans ma vie d'humaine. Pour ma part, j'ai fait ta connaissance il y a à peu près 2 ans. Moi, à l'époque, je cherchais une professeure de yoga. Et donc, par hasard, je suis tombée sur ton profil, justement. Et puis, donc, j'ai fait un cours. Très rapidement, c'était le coup de cœur avec cette discipline. Et évidemment, toi aussi, en tant que professeur, que je m'en rappelle, dès ma première séance, j'avais l'impression d'être un peu comme Wonder Woman à la fin. Ça faisait un peu ça. Donc, je m'étais dit, waouh, faut que j'apprenne un peu plus là-dessus. En tout cas, pour moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est... tu en as déjà parlé, mais comment tu as découvert le yoga Kundalini? Exactement, quel est ton cheminement? Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai découvert le yoga de la Kundalini à un moment où je ne pratiquais pas du tout le yoga, par hasard ou par synchronicité, dans le cadre d'une rencontre amoureuse.
en fait. Je suis tombée amoureuse d'un enseignant de yoga Kundalini. Et l'histoire a été assez importante et intense pour qu'il me propose de le suivre dans ses stages et dans ses formations. Donc j'ai suivi et c'est comme ça que j'ai plongé complètement dans les enseignements du yoga de la Kundalini. Euh, donc initialement par amour et très très rapidement parce que j'ai vraiment senti que ça me faisait un bien fou à un niveau nerveux, à un moment de ma vie où j'étais entrepreneuse d'intérêt général. Donc ma mission principale était de lever des fonds, de collecter des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc je travaillais sous objectif, comme on le dit dans le métier, et ce qui implique forcément une pression. Et dès que j'ai pratiqué le yoga, cette pression s'est transformée en élan quotidien dans mon métier. Donc c'était une dynamique qui était une dynamique où je sentais que je me rechargeais en énergie, même dans le cadre du travail, pas uniquement pendant ma pratique, et où j'étais beaucoup plus équilibrée, vraiment à un niveau global, nerveusement, émotionnellement, mentalement. Aujourd'hui, je vais dire énergétiquement, mais à l'époque, j'en avais pas du tout conscience, et c'était pas important d'ailleurs. Donc voilà, la rencontre dans le cadre d'une relation amoureuse et l'expérience dans le cadre d'un quotidien professionnel très dense, avec beaucoup de pression et vraiment au service d'une cause qui, moi, me tient toujours à cœur, dans un contexte économique qui était difficile. Donc, et j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que chargée de développement, et puis à l'issue, j'étais directrice de projet pour l'insertion des personnes handicapées. Et comme j'ai rencontré le yoga pendant cette expérience professionnelle, très rapidement, parce que dans les associations, les actions étaient très diversifiées, notamment de sensibilisation, j'ai donné des cours de yoga à des étudiants en situation de handicap. Ça marche comme ça dans le monde associatif, hein. Dès qu'on a une compétence en plus, hop, on nous propose de la mettre à profit. On est un peu les couteaux suisses, hein, pour faire en sorte que le monde bouge. Donc, et ça m'a permis de mettre un pied dans les grandes écoles, d'accompagner des étudiants en situation de handicap. Et donc, c'était mes premiers élèves. Même si ma mission était de lever des fonds, ma première mission, c'était d'ouvrir des portes qui nous permettaient aussi d'avoir des prescripteurs, et des contacts. Et donc, le yoga m'a permis d'ouvrir des portes. C'est comme ça que ça s'est fait au départ, sans aucune, je dirais même envie d'enseigner le yoga, ou en tout cas que le yoga devienne mon métier et prenne toute la place dans ma vie professionnelle. Donc, c'est vraiment une histoire de rencontre et puis d'alchimie. Et au bout d'un certain temps, de manière très naturelle, la relation amoureuse a pris fin, le yoga est resté. Le yoga a pris tellement de place qu'il est devenu mon métier et que j'ai décidé en 2017 de m'y dédier complètement. Et c'est quand l'espace a pu se, se rendre disponible que les retraites, que les formations, que l'écriture a pu prendre toute sa place. Donc, c'est vraiment le fruit d'un cheminement, je veux dire, de mon système nerveux, plus que d'une décision vraiment de se dire je veux être prof de yoga. Après, il y avait une question pour moi qui était super importante. C'est comment expliquer à une personne qui n'en a jamais entendu parler du yoga Kundalini, comment on peut leur expliquer simplement la magie de cet outil? Oui, très bonne question, Marion, parce que le yoga de la Kundalini est aussi sujet à beaucoup de malentendus, voire de certaines peurs. Mais tu en as très bien parlé en introduction. La meilleure manière de comprendre le yoga de la Kundalini, c'est de le définir comme un yoga de la vitalité et de l'équilibre des systèmes vitaux. C'est-à-dire que c'est un yoga qui va d'abord travailler l'équilibre du système nerveux, du système immunitaire, du système endocrinien, de notre système limbique. Tout est connecté. Et avec, c'est aussi la sécrétion des bonnes hormones et des bons fluides qui fait que le corps est dans son agilité, sa vitalité. Donc, c'est toute une technologie qui a pour priorité l'équilibre nerveux. Et aujourd'hui, dans une époque où on parle beaucoup de stress et qui sont associées des pathologies d'anxiété,
c'est un yoga qui rencontre un grand succès parce qu'effectivement, quand le corps le permet encore, quand le mental le permet encore, l'humain a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour équilibrer son système nerveux et prendre la responsabilité de ce système nerveux avant de prendre des médicaments ou d'avoir une chimie extérieure. La proposition, c'est de prendre la responsabilité de sa chimie intérieure. Et elle est là et elle existe et c'est très concret. Donc aujourd'hui, pour vraiment aller droit au but, moi je parle du yoga de l'équilibre nerveux et ensuite on découvre toutes les autres portes qui s'ouvrent à nous dans la pratique. Et on apprend très vite que le corps physique est relié au corps émotionnel, au corps mental et au corps énergétique, et donc que c'est un yoga de l'équilibre global. Mais la porte d'entrée et l'urgence aujourd'hui, c'est le système nerveux. Et en fait, par rapport aux autres yogas, comment on pourrait aussi le situer? Alors, tous les yogas ont leur cadeau, et d'ailleurs, c'est un cadeau commun qui est vraiment la reconnexion au souffle, au corps, et vraiment un équilibre de la respiration qui permet de soutenir toute la magnifique mécanique du corps humain. Ce qui fait la différence, c'est la pratique des postures. C'est-à-dire que le Kundalini Yoga, contrairement à d'autres yogas, je pense à l'Ashtanga par exemple ou à l'Iyengar, c'est un yoga qui va être moins postural. En tout cas, on va moins tenir des postures dans l'immobilité. C'est un gros repère, hein, je caricature un peu, mais par exemple, il n'y a pas de posture en Kundalini Yoga où on a la posture inversée sur la tête, on ne le pratique pas. On n'a pas de posture, en tout cas courante, où on va mettre son pied derrière la tête. On n'est pas dans le challenge postural. C'est un autre challenge, c'est l'endurance dans le mouvement ou même l'endurance dans l'immobilité pour certaines postures méditatives. Donc, c'est un yoga que moi, je trouve très accessible en termes de posture. Ce qui va être challengeant, c'est la répétition des postures et la durée. C'est-à-dire que très souvent, le yoga de la Kundalini, ces postures sont organisées pour durer 3 minutes, 7 minutes, 11 minutes, 31 minutes, voire 62 minutes, quand vraiment on goûte à des expériences plus prolongées dans le cadre de retraite ou de formation. Donc, on est sur un yoga du challenge des systèmes vitaux. C'est aussi le yoga du second souffle. Donc, le mental est beaucoup moins sollicité que dans d'autres yogas où on va vraiment être dans la précision de la posture. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est bien sûr que c'est un yoga postural parce qu'on a des postures, mais c'est pas un yoga où la posture est le plus important. Nous, ce qui est toujours important, c'est comment les systèmes vitaux vont soutenir la posture, ce que la posture met en mouvement et comment circule l'énergie grâce à cette posture. Et, et donc ça, on est vraiment des experts de la circulation du souffle et de l'énergie avant d'être des experts des postures de yoga. Bah, je sais que moi, personnellement, c'est ce que j'avais bien apprécié avec ce yoga. On sentait la puissance de la pratique, et tout en faisant des choses, encore une fois, simples, des mouvements assez simples. On ne cherche pas à faire quelque chose de joli ou beau, en fait. C'est sans aucune, encore une fois, comparaison. Moi, c'est plus un vécu où là, du coup, on veut juste lâcher prise, en fait. Après, ce que je voulais voir avec toi, c'était quels étaient les premiers bienfaits que tu as expérimentés sur toi. Alors, pour moi, le premier bienfait, ça a vraiment été un équilibre de ma vitalité, de mes pensées, en fait. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait une détente nerveuse qui amenait une clarté d'esprit. Et comme j'ai découvert le yoga de la Kundalini en pratiquant, en étant au service d'une profession où on nous demande d'être très rapide, très efficace, avec des délais très courts parfois. Donc, encore une fois, la levée de fonds, hein, la collecte de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il y a toute une dynamique qui est quand même très mentale, très stratégique dans la levée de fonds. Et j'arrivais au travail vraiment beaucoup plus sereine, là où j'étais plutôt une personnalité, on peut dire, agitée joyeusement, c'était ça. J'arrivais avec beaucoup plus de calme et avec des idées et un discours très clair. Donc, et ça s'est ressenti tout de suite. Ça s'est ressenti tout de suite au travail. Cette présence, une qualité de présence différente et une clarté. Et moi, c'était vraiment ce dont j'avais besoin.
C'était l'équilibre d'une vitalité et tout de suite, vraiment, la conséquence positive directe, c'était une clarté d'esprit. Et aujourd'hui, c'est aussi un équilibre émotionnel qui s'installe, vraiment de manière profonde. Et ça, moi, je peux le ressentir aujourd'hui à travers une autre expérience. Je suis maman d'un fils de 4 ans et demi. Et la maternité peut être très challengeante pour le système nerveux et le corps émotionnel. Et je me rends compte à quel point, quand je pratique pas, je peux être très vite débordée. Et quand je pratique, il y a vraiment un socle de stabilité et même un socle d'amour. Là, je pense, je suis très en lien avec donc l'expérience de la maman. Et c'est pas que l'amour n'est pas là, mais c'est que la nervosité va prendre sur l'amour. Alors qu'avec la pratique, c'est l'amour le socle. Et sur cet amour peut se détendre le système nerveux. Ensuite, je voulais voir avec toi ce que tu as décidé de fonder, donc la médecine de la joie. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de créer ça? Alors, c'était une décision collective avec les enseignants de la formation, donc à savoir Catherine Sera-Parvar, Romulo Pelizza, Fateh Singh, Charles Bertin et Adriane Prabhu-Singh. Euh, il y avait un essoufflement, en tout cas, alors là, je parle pour moi, un certain essoufflement des écoles plus traditionnelles. Et cet essoufflement s'est traduit ensuite par des partages d'expériences d'abus d'élèves qui ont fréquenté ces écoles. Donc, quand la médecine de la joie a été créée, il y avait vraiment cette volonté que moi j'ai ressentie très tôt, même pendant ma formation, c'est venu me challenger pendant ma formation, d'un ressenti profond où la technologie, c'était un cadeau, mais le cadre dans lequel était enseignée cette technologie, j'y adhérais pas à 100%, notamment dans les cultes de personnalité ou les dogmes religieux. Donc, ce qui était simplement de l'ordre du ressenti avec lequel j'ai très bien réussi à négocier, à jouer, puisque je prenais ce qui était bon pour moi et je prenais pas ce qui me parlait pas, hein. Moi, j'ai vécu une expérience très positive et libre de la formation. Ça a comme planté une petite graine, puisque je suis formatrice de métier. J'ai été leveuse de fonds, mais j'ai aussi créé des programmes de formation pour la diversité, pour le handicap. Donc, le métier de la formation a toujours fait partie de mon activité. Et c'est vrai que je me disais, mais ce yoga est tellement puissant, a-t-on vraiment besoin de ce cadre dogmatique et religieux qui fait tout à fait sens dans l'histoire du yoga de la Kundalini, de là où il est né en Inde, mais qui faisait pour moi moins sens pour tout simplement une femme du 21e siècle en France. Et en fait, c'est vraiment toutes ces... Il a fallu que ça mûrisse, puisque moi j'ai découvert ça en 2012. La formation médecine de la joie est née en 2023. Donc, c'est dire le cheminement. Et il y a eu comme une évidence où des enseignants très expérimentés, moi je suis la plus jeune hein, dans le groupe, se sont dit, et si l'urgence, c'était de toucher un maximum de personnes, pas dans le cadre d'une formation d'enseignant de yoga, ça c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas un teacher training, c'est vraiment une formation holistique ouverte à tous et à toutes. Donc, je pense que dans la médecine de la joie, ce qui fait la différence, c'est la dynamique d'ouverture. C'est pas un teacher training et c'est pas dans un cadre de culte de personnalité ou de référence religieuse fermée. Toutes les religions sont bienvenues, toutes les personnalités inspirantes qui participent à cette joie sur la terre sont les bienvenues et nous sommes des formateurs et c'est déjà énorme, formateurs, formatrices et jamais, jamais les enseignants ne prennent une autre place qu'une place de formateur ou de formatrice. En d'autres termes, il n'y a pas de gourou. Et c'est chaque stagiaire qui est très encouragé, très soutenu pour connecter à sa pleine autonomie et à ce qu'on va appeler le gourou intérieur, sa pleine présence. Et je pense qu'on s'est tous rassemblés autour de ce besoin d'actualiser et d'ouvrir les enseignements de la Kundalini Yoga en respectant profondément
les enseignements traditionnels, puisqu'il y a beaucoup de cadeaux, et en actualisant ce qui devait être actualisé dans une autre ouverture qui rejoint un changement de paradigme global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, toutes les transmissions à géométrie patriarcale se réorganisent. Le système pyramidal, c'est plus d'actualité. Et la médecine de la joie, c'est une spirale. On n'appelle pas ça des promos. Chaque année, c'est une spirale de la joie. Et donc, c'est un changement de géométrie, en fait. La pyramide a eu son sens. Et là, c'est la spirale qui prend le relais. Dans un respect profond pour les autres écoles traditionnelles qui continuent à former des professeurs dans une autre dynamique. La volonté, c'est pas du tout de remplacer, d'ailleurs, on s'entend très bien les uns avec les autres, c'est de proposer une autre dynamique à toutes les colonnes vertébrales qui ont besoin de retrouver cette joie et du sens et de la vitalité. Et donc aujourd'hui, on attire des médecins, des kinés, des thérapeutes, des enseignants de yoga aussi, bien sûr. On a des artistes, on a des producteurs, productrices, on a des médiatrices sociales. Parce que la joie, monter en compétence en joie, c'est bon pour tous les métiers, quoi. Dans l'information que tu as très souvent mentionné, même à chaque fois, à chaque week-end, c'est tu nous demandes de faire quelque chose ou tu dis à condition que ça vous convienne à vous. Enfin, à tout moment, si ça ne vous va pas, vous ne le pratiquez pas. Et bah, c'est vraiment ça, tu dis en fait, vous êtes votre propre gourou, c'est vous qui décidez, vous prenez votre propre responsabilité aussi. Complètement, parce que c'est vrai que très important de respecter l'intégrité et la sécurité. Et ça va avec prendre une responsabilité pour les stagiaires. Parce que ce qui se passe aussi dans ces dynamiques pyramidales, c'est qu'on s'en remet. Il y a quelque part aussi une facilité. Moi, je l'ai vécu comme ça, de s'en remettre à plus grand, à plus expérimenté. Et il y a bien évidemment que dans la formation, les formateurs restent des références et des soutiens tout au long de la formation. Mais le véritable cadre de référence de chacun, chacune, c'est sa propre verticalité, c'est sa propre vérité. Et ça aussi, c'est le fruit de mes années d'expérience pro avec les personnes en situation de handicap, où c'était un profond respect de la singularité de chacun. Parce qu'un type de handicap était vécu de manière très différente selon les personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est une graine qui est en moi depuis toujours, c'est la liberté et la singularité. Et c'est ça qui est dans cette formation aussi. Donc oui, on change de forme, mais on change de dynamique. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. On change de dynamique en installant une véritable réciprocité. Et à notre époque, si on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on vit, ben, c'est la catastrophe, hein. C'est ce qu'on voit aussi dans ce qui se passe autour de nous, quoi, hein. Dans les modes de consommation, dans les modes même de pensée, dans les systèmes de croyance, où il y a une obéissance à un système qui est là. On consomme tous de la même manière, on va être amené à tous penser de la même manière. Et dans cette obéissance, il y a quelque chose de très confortable qui, pour nous, crée une glu, qui englue le corps et l'esprit et qui fait qu'on n'est plus responsable, en fait. Donc, il y a une dynamique citoyenne derrière ce yoga de la médecine de la joie. Bah, quand on parle de responsabilité, même au niveau des pauses qui peut être parfois challengeante, bah, c'est à nous de décider si on veut continuer à la maintenir ou pas, en fait. Est-ce qu'on veut enfin, Oui, tout donner bah, pour avancer ou on lâche la pause? Et justement, il y avait une phrase de Fateh qui m'avait marqué. Je ne sais pas si c'est exactement cette phrase, mais un peu on fait le maximum sur le tapis parce que ça fera quelque chose en moins qu'on va devoir être challengé dans la vie réelle. tous les obstacles qu'on rencontre sur le tapis, c'est les obstacles qu'on ne rencontre pas dans la vie. Parce que, en fait, notre système nerveux, il est fait pour vivre des tensions. OK? Il est fait pour vivre des challenges. La vie, globalement, elle est faite de contraction et de décontraction, d'expansion et de rétractation. C'est le fonctionnement du vivant. C'est comme ça qu'on accouche de soi. Un accouchement, ça se fait dans la contraction et la décontraction. Et c'est l'équilibre de nos deux systèmes nerveux. Comme on a parfois tendance au quotidien à fuir les contractions et les obstacles, alors que ça fait partie de défis qui sont révélateurs de soi, quand on les vit sur le tapis, en fait, on donne l'opportunité à notre système nerveux de vivre une expérience qu'il n'aura pas à vivre dans la vie, et ou dans la vie, ce qui pourra être vécu pleinement
bah, c'est l'expérience d'un système nerveux équilibré. Donc, on- les sages disent ça en yoga de la Kundalini, c'est qu'on a tous les outils pour s'équilibrer sur le tapis, pour vivre un quotidien qui va être davantage dans la pleine présence et le cadeau de la vie. Euh, mais ça n'empêche pas de vivre ces expériences, hein. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on vous les partage souvent, hein, pendant la formation. On n'est pas sur notre piédestal, hein, loin de là. On est dans cette spirale de l'humain. Mais ce qui est la clé, dans ce que disait Faté également, c'est que quand le système nerveux est équilibré, on va devenir à la fois observateur, observatrice et davantage acteur et actrice. C'est-à-dire qu'on va plus être gouverné par ses stress et par ses peurs. On va vivre avec, en fait. On va vivre avec sans se laisser gouverner par pour aller vers ce qui est bon pour nous. Alors que quand on est gouverné par ses peurs ou gouverné par des obstacles, on va être sans cesse en expérience de ces obstacles-là. Et, et donc, ça, c'est un vrai cadeau sur le tapis de pouvoir vivre dans ces systèmes vitaux, ces transformations, ces moments où on ressent le nœud et ça se dénoue, ces moments de tension et ces moments aussi où on trouve un second souffle. Notre corps physique a besoin de vivre ça, c'est clair, pour que le corps émotionnel et le corps mental s'équilibrent et peuvent vivre plus grand. Je vais continuer. Alors, la prochaine question que je voulais te demander, c'est, tu sais, quand je parle du yoga Kundalini autour de moi, j'ai pu rencontrer quelques personnes qui avaient déjà testé. J'ai l'impression que c'est un peu qui tout double avec ce yoga. Soit on l'adore, c'est un peu le coup de cœur, ou alors on le déteste, en fait. J'ai l'impression. Déteste, c'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as pu remarquer des choses similaires de ton côté au niveau de personnes qui viennent te voir pour des cours? Alors, moi personnellement, en tant qu'enseignante, j'ai jamais rencontré ça. Il y a toujours plutôt un engouement à retrouver ce second souffle avec notamment le djembé, toutes les percussions qui accompagnent. Donc, je l'ai pas vécu en tant qu'enseignante, ni même en tant que formatrice. En revanche, j'ai eu beaucoup de partage d'expériences d'élèves qui avaient pu vivre ça. Et ce qui ressort, c'est parfois un yoga qui va être enseigné de manière très traditionnelle, avec des codes traditionnels, euh, notamment avec les turbans, il faut être habillé tout en blanc, il faut avoir la peau de mouton. Moi, je trouve ça plutôt beau. Et ça me séduit, mais parce que j'ai ce côté où j'adore découvrir aussi voilà, d'autres codes, d'autres cultures. Je peux aussi comprendre que quand c'est imposé, ça crée un effet de répulsion. Donc, ensuite, le Kundalini a été enseigné et continue parfois à être enseigné de manière, nous, ce qu'on appelle très yang, de manière très militaire. Et c'est une des essences du yoga de la Kundalini, c'est la partie la plus explorée par les enseignants, et on en oublie parfois la partie très yin également. Et c'est tout simplement, je pense, des expériences de personnes, de corps, de systèmes nerveux qui avaient besoin de douceur, même dans une pratique exigeante, mais enveloppée de douceur, et qui ont rencontré des enseignants qui, de manière juste pour eux, hein, et juste pour beaucoup d'élèves, restaient dans cette pratique peut-être qu'on appelle parfois militaire du yoga de la Kundalini, c'est-à-dire vraiment répéter, 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 répéter les mouvements, et on lâche pas, et on lâche pas, et on lâche pas, et on lâche pas, et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Euh, ce qui peut être très bon, hein, pour le corps. Mais après, je dirais que c'est comme tout, c'est les bons rendez-vous au bon moment. Et que même un cours de yoga ou ce qu'on rencontre, on ne l'apprécie pas, mais ça nous permet de savoir ce dont on a vraiment envie. Ça dépend donc, je pense, beaucoup de la personne, beaucoup des besoins de chacun, chacune, et souvent quand même d'une pratique et d'une transmission du Kundalini qui peut rester très militaire. C'est comme ça et c'est pas autrement, avec peu de temps d'ajustement et d'écoute. Euh, Ok. et c'est peut-être ce que vient équilibrer la médecine de la joie dans cette pratique-là. Ok, oui, d'avoir même un petit temps de repos entre chaque pause, le temps d'intégrer, d'avoir une petite phase d'intégration, de repas D'être d'intégration. plus dans un flow. Mm. Ouais, on est vraiment nous dans cette transmission du flow, de ressentir le flow, de ressentir un flow d'un kriya, c'est-à-dire un enchaînement de postures,
et de permettre le passage d'un état d'énergie à un autre état d'énergie dans un respect profond de là où en est la personne aujourd'hui. Là où l'enseignant peut aussi créer un rejet, c'est quand les personnes sentent qu'on est plutôt dans un enseignant perroquet, c'est-à-dire la personne qui va répéter sans avoir vécu la chose. C'est ce qui peut amener de la dureté dans la transmission d'ailleurs. Tant que les enseignants sont dans un partage d'expérience, il y a une évidence des corps qui se met en place et la transmission est bienvenue. Ça dépend aussi de comment toi tu es, et c'est d'ailleurs le terreau qui compte le plus. Comment j'ai dormi, comment j'ai mangé, comment je me suis levée. Et une posture peut être très difficile un jour, même à un moment de la journée, et très accessible à un autre moment de la journée. Et c'est là où on apprend à s'approprier son système nerveux et tout ce qui va avec. Et c'est là où on sent que rien n'est figé. Mm. Tout simplement parce que le matin, quand je me lève, je vais avoir un taux de cortisol pour pouvoir me permettre de me mettre en action. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être plus facile, même parfois le matin, de pratiquer que le soir. Ça dépend aussi de ce que je vis. Et c'est à chacun, chacune de trouver l'équilibre de là, j'y vais, même si ça ne me plaît pas, j'y vais. Parce que Mm. je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça me fait du bien. C'est comme la dernière montée qu'on n'a pas envie de courir dans son footing, mais on sait qu'une fois qu'on l'aura passé, on sera au top, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer en nous. Et c'est un peu la même chose sur le tapis. Et un point qui est très important aussi, c'est que tout ce que nous vivons, ça nous appartient, en fait. C'est pas l'enseignant, il va être là en miroir. Encore une fois, tant que c'est dans le respect et l'intégrité de chacun, chacune. Mais si j'ai pas aimé un cours, c'est peut-être tout simplement parce qu'il me convient pas. C'est peut-être aussi parce que l'enseignant a appuyé sur des boutons que j'ai pas envie de voir. Mm, mm. Oui, bah, il y a des CRIA que tu, en tout cas nous, quand on a fait la formation avec toi, tu nous donnes donc des CRIA à faire pendant 40 jours. Il y a des CRIA évidemment qu'on n'a pas trop envie de faire. Oui. Là, moi, je vous invite et nous vous invitons toujours à écouter le corps et ses possibilités. On va pas forcer une hanche qui peut pas s'ouvrir pour raison mécanique. Mm, Euh, donc, mais si ce qui fait que je vais pas dans la posture, c'est de l'ordre, encore une fois, d'une flemme ou d'une mm, fatigue, mais qui a besoin d'être transformée pour retrouver sa vitalité, bah là, c'est notre responsabilité d'y aller. Moi, toutes les postures qui sont OK pour mon corps physique, j'y vais. C'est-à-dire où le corps physique peut y aller, même si c'est challengeant, même si je sens que ça me muscle, bah, c'est que ça me renforce. Si je sens que ça vient travailler mon endurance, c'est que c'est bon pour mon cardio. Relié à tous ces dépassements physiques, on a un équilibrage émotionnel, mental et énergétique, puisque je vais changer de gouvernance interne. C'est d'autres hormones que je vais pouvoir sécréter. Je vais m'ouvrir des possibles qui n'étaient pas ouverts avant. Donc, c'est vraiment à vous de ressentir quelle est la partie qui ne va pas dans la pratique. Est-ce que c'est pour votre joie, au service de votre joie, ou est-ce que c'est au service de cette glu qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver la joie de vivre, quoi. Qu'est-ce que j'entretiens? La joie ou la glu? Le yoga Kundalini permet de restaurer le système nerveux. Pour les personnes qui ont eu un burn-out, est-ce que tu penses que bah, justement, ça, le yoga Kundalini est un outil hyper puissant pour rattraper, et oui, le restaurer pour aller de l'avant? Alors, moi, je dirais qu'on est là pour soutenir des expériences toujours, que dans le cadre de la dépression, il y a un point qui est important, c'est que comme on va travailler les systèmes vitaux, euh, notamment une biochimie du corps physique dans le yoga de la Kundalini, si la personne est sous traitement médicamenteux, notamment des antidépresseurs, c'est important qu'on soit au courant parce que la pratique n'est pas toujours compatible avec la prise d'antidépresseurs. Donc, c'est important aussi euh, de pratiquer le yoga de la Kundalini avant la prise de médicaments, quand on sent que c'est encore possible d'équilibrer soi-même sa chimie parce qu'on est très border et qu'on sent que là, on va basculer, ou après Mm. la période de traitement pour justement être dans une phase de restauration et d'accompagner l'expérience. Mais chaque expérience a son sens, donc on va pas rattraper quelque chose qui a été vécu, on va vraiment l'accompagner en profondeur. C'est notre système nerveux qui nous parle.
Et tant que le souffle est encore là pour restaurer et récupérer ce qui a réparé, bah, récupérer, c'est un cadeau. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi important d'avoir des formatrices, des formateurs qui sont justement formés à toutes ces préventions autour de la pratique. Et on est toujours en étroit lien avec les contre-indications médicales réelles de nos stagiaires, hein, savoir où chacune en est à un niveau médical, pour aussi être dans un respect des traitements en cours et respecter une chimie en cours. On n'est jamais là pour court-circuiter, on est là pour soutenir. Ok. C'est un vrai travail des systèmes vitaux, c'est une vraie activation de biochimie naturelle. Si cette biochimie naturelle est soutenue par une chimie Mm. euh, artificielle, ou en tout cas une chimie de synthèse à travers des médicaments, c'est important de respecter aussi et de voir le traitement. Et il y a des échanges très positifs avec des médecins, avec des thérapeutes, des psychologues. Moi, j'ai des psychologues qui envoient leurs patients vers mes cours et où il y a vraiment un échange qui se fait. On a des médecins maintenant qui viennent se former dans la formation. Mm. Tu Oui. connais, tu as une stagiaire avec toi, médecin, donc on voit à quel point c'est important qu'on travaille ensemble. Donc, et qu'on respecte les temps, en fait, vraiment de traitement et de guérison des corps et des esprits de chacun, chacune. Ce qui est certain, c'est que le yoga de la Kundalini, suite à un traitement, ça va vraiment permettre de restaurer euh, ce qui a été, euh, ce qui a été déséquilibré. Ok, bah merci beaucoup pour tous ces partages et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci beaucoup à toi, Marion. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode sur le yoga Kundalini. J'espère que cet échange avec Marion Sebi te motive à le tester si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui connaissent déjà, potentiellement l'ancrer davantage encore dans son quotidien en réalisant la formation avec Marion Sebi et tous les autres enseignants qui font partie de la médecine de la joie. Je vais aussi te partager les livres et l'oracle que Marion Sebi a réalisé dans la description de ce podcast. Aussi, si ça te dit de me suivre, tu peux me trouver sur Instagram sous le nom de Nama Capelli. Merci encore une fois pour ton écoute et je te dis à très bientôt.